Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Car lors de ma dernière vidéo sur la 306 Maxi, le lien s'affiche là-haut, j'ai dit que la 306 faisait facilement partie de mon top 10 de voitures de rallye favoris. Et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi mon top 10 de voitures de rallye préférées? Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je tiens à dire que ce n'est pas un classement, et de plus que c'est que mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le vôtre. Bon ben c'est parti. L'Alpine A110. Allez, on commence fort avec le bijou de Jean Rédélé, l'Alpine A110, construite de 1962 à 1977, suivant la recette simple d'un châssis poutre et d'une coque en fibre. La philosophie de cette voiture est la légèreté pour la performance. La preuve, c'est qu'elle pèse que 650 kg. Cette magnifique bagnole propulsion a vu 9 cylindrées différentes, de 956 cm3 à 1800. Mais c'est avec son moteur 1600S qu'elle va survoler la concurrence. Avec ses presque 130 chevaux, elle va remporter quelques titres nationaux, mais surtout des titres internationaux, comme le titre de championne d'Europe avec le pilote Jean-Claude Andruet en 1970, et l'année d'après, elle va remporter le titre de championne internationale des marques. Mais l'info amusante, c'est qu'en 1973, dans sa version Groupe 4, avec son moteur 1800 cm3 de 200 chevaux, elle va devenir la première voiture championne du monde de WRC. Ah ouais, quand même. Et oui, grâce à cette victoire, l'Alpine A110 a mis l'automobile française sur un piédestal. Sa carrière fut longue de 14 ans, de 1963 à 1977. Mais vous savez ce qu'on dit, toute bonne chose a une fin. C'est avec l'arrivée de la Lancia Stratos, une auto conçue pour la course, que la berlinette atteindra ses limites. D'ailleurs, à votre avis, c'est quoi la prochaine voiture? La Lancia Stratos. Cette auto designée par les ateliers Bertone et par Marcello Gandini en personne est la voiture qui a relancé Lancia après le rachat de Fiat. C'est aussi l'auto qui a modernisé l'approche du rallye, parce que les autos de rallye c'était des modèles de série qu'on adaptait pour la course. Mais la Lancia Stratos, c'est tout le contraire. C'est une voiture de course qu'on a adaptée pour le marché civil, ce qui lui coûtera d'être homologuée seulement dans 4 pays. L'Italie, la France, la Belgique et l'Allemagne. Ah! Et c'est quand on se penche un peu plus sur son architecture qu'on comprend pourquoi. C'est une voiture dotée d'un châssis monocoque, d'une carrosserie en fibre, d'un moteur V6 Ferrari Dino de 2,5 litres 2 cylindrées qui développe 260 chevaux dans sa version course. Le tout en position centrale arrière et la voiture est évidemment une propulsion. Grâce à tout cela, elle a un très bon équilibre. De plus, elle pèse à peine 960 kg. Je vous l'ai dit, c'est une vraie voiture de course. Donc avec ses armes, elle va se faire remarquer en groupe 4 dès 1974. Car elle va remporter le championnat du monde de 3 années de suite. C'est clair que Lancia sont pas venus pour faire un tennis. Pour finir, la Lancia Stratos c'est aussi une histoire sur piste, avec la Silhouette et son moteur turbo de 500 chevaux. Mais malheureusement, elle ne rencontrera pas le même succès que la version rallye. La Ford Escort Mark I. Alors, à la base, cette voiture de course ne devait pas en être une. C'était une berline sans prétention, construite de 1968 à 1975. Mais la Ford Escort va devenir une bête de rallye. Et tout part du fait qu'un jour, il y en a un qui a décidé d'y mettre un moteur de Cortina Lotus. C'est un moteur qui peut développer jusqu'à 160 chevaux. Faisant de bons résultats, la voiture va évoluer et atteindre des puissances complètement démesurées pour l'époque. Leur petit moteur 1,6 litre atmosphérique pouvait développer jusqu'à 250 chevaux à 9000 tours minute. Ça pousse. Oui, et son poids est de 800 kg à peine. En gros, cette voiture des années 70 est aussi puissante que nos voitures modernes d'aujourd'hui. Sauf que nous, on est équipés d'un turbo. Je te vois venir, tu te poses la question de la fiabilité. C'est vrai que 250 chevaux atmosphériques à 9000 tours minute, tu te dis le moteur il tient une course. En fait non, c'est même très fiable. C'est carrément indestructible. Le pire c'est qu'il existe une version avec un moteur plus gros, la RS2000. Comme son nom l'indique, c'est un 2 litres. Et il flirte avec les 280 chevaux. La Ford Escort Mark I a été une véritable école de pilotage. Elle a vu les plus grands passer derrière son volant, comme Timo Mäkinen et un pilote qui nous a quittés récemment, Anu Mikola. Bref, la Ford Escort Mark I est une bête. Elle produit un son du tonnerre. Elle a un très gros palmarès. De plus, les passionnés retiendront cette Ford comme une voiture toujours en glisse et spectaculaire à voir passer. Pour finir sur une autre info amusante, la Ford Escort a été immortalisée dans le film Fast and Furious 6. L'Audi Sport Quattro. Quand on parle d'un top 10 de voitures de rallye, on est obligé de parler du groupe B, et de plus de l'Audi Quattro, la voiture qui a amené la transmission intégrale en rallye. Mais dans la grande famille que sont les Audi Quattro, il y en a une qui sort du lot, l'Audi Sport Quattro. C'est le modèle le plus radical. Elle a été raccourcie de 30 cm par rapport au modèle précédent. Ça la rendra plus maniable et donc plus compétitive. La Sport Quattro sera vendue à 214 exemplaires
et la puissance d'origine de son fabuleux 5 cylindres turbo sera poussée à 306 chevaux. Par contre, dans sa version compétition, le moteur sera poussé à 400 chevaux. Mais c'est bien son évolution, la Quattro S1, qui a marqué les esprits. Elle se voit dotée d'énormément d'appendices aérodynamiques et ses voies sont élargies, ce qui va lui donner cet aspect très bestial, très impressionnant. Et en parlant de choses impressionnantes, penchons-nous un peu sur sa mécanique, parce que maintenant le moteur développe jusqu'à 600 chevaux. Et vu qu'à cette époque ils étaient tous tarés, il n'y en a jamais assez. Dans sa version Pikes-Peak de 1987, la voiture atteindra les 1000 chevaux. Vous êtes satellisé. C'est clair, et ce qui est drôle, c'est que malgré que ce soit la voiture de rallye la plus connue au niveau de la culture populaire, elle a gagné très peu de rallye. Ça sera dans sa version Pikes-Peak qu'elle va enchaîner les victoires à Pikes-Peak, justement, la course de côte la plus mythique au monde. Elle va remporter l'édition 85, 86 et 87. Sauf que quand on parle de l'Audi Sport Quattro, tout ça, on s'en branle. La meilleure façon de parler de cette voiture, c'est de fermer sa gueule et d'écouter. La 205 Turbo 16. On continue notre lancée sur le groupe B, et cette fois on va parler de la folie à la française, la 205 Turbo 16. Bon, pour comprendre ce que c'est une 205 Turbo 16 dans sa version civile, c'est une 205, sauf qu'à la place des banquettes arrière, on y a mis un moteur turbo compressé de 200 chevaux, et le tout est en transmission intégrale. Pourquoi? Parce que groupe B, et d'ailleurs ça va permettre à Peugeot d'avoir une bête de compétition. Après préparation, l'auto pèsera que 960 kg et son moteur 1,7 litre turbo compressé développera 365 chevaux. L'aventure commence en 1984. Ils vont profiter de cette année pour travailler sur la mise au point. Et la voiture se révélera très efficace parce qu'elle va remporter 3 rallyes. Elle deviendra une véritable machine à gagner parce que dès sa première saison officielle, en 1985, elle va remporter le championnat du monde de WRC. En 1986, la voiture va évoluer, comme la Quattro, elle va recevoir énormément d'appendices aérodynamiques, et vu que l'aérodynamique est améliorée, Peugeot vont pas se priver. Ils vont augmenter la puissance du moteur à 530 chevaux. What? Oui, vous avez bien entendu, ces grands malades ont mis plus de 500 chevaux dans une 205. Enfin, l'année 86 sera l'année de leur deuxième titre mondial. Et tout comme la Quattro, la 205 va s'attaquer à Pikes-Peak dans sa version ultime. Comme vous pouvez le voir, son aérodynamique est encore plus abusée, et la puissance du moteur est poussée à 550 chevaux. Mais les Audi se révéleront trop fortes. Par contre, Peugeot prendront leur revanche en 88 avec la 405 Turbo 16, qui en fait cache la mécanique de la 205. La Subaru Impreza. La Subaru Impreza, connue aussi sous le nom de la voiture de Colin McRae, est le modèle qui a révélé Subaru dans le monde du sport automobile, et plus spécialement dans le rallye. Cette voiture préparée par ProDrive évoluera d'abord dans la catégorie Groupe A, de 1994 à 1996. Son 2 litres turbo boxer développera jusqu'à 400 chevaux et 300 avec les nouvelles réglementations. C'est avec cette auto que Colin McRae va s'illustrer avec son coup de volant spectaculaire, en remportant le titre de champion du monde. Mais ça ne va pas s'arrêter là pour Subaru, car ils vont remporter consécutivement 3 fois le titre constructeur, en 95, 96 et 97. Nice. Ouais, on peut le dire, à cette époque, ils étaient vraiment imbattables. D'ailleurs, en 1997, la catégorie reine du rallye va changer. Elle ne s'appelle plus Groupe A, on l'appelle WRC. Et l'auto va changer. Elle va perdre son aspect sage au profit d'un aspect beaucoup plus musclé, grâce entre autres à son kit carrosserie et ses ailes élargies. La Subaru est devenue une icône des rallyes. L'Impreza est un modèle qui a changé au fil des années, mais la recette du 4 cylindres à plat, turbo compressé, transmission intégrale est restée la même. Car on ne change pas une équipe qui gagne, la preuve c'est que beaucoup de pilotes vont devenir champions à son volant, comme Colin McRae que j'ai cité précédemment, et on a aussi Richard Burns et Peter Solberg. Subaru arrête malheureusement le rallye en 2008, mais je peux vous assurer que nous sommes beaucoup de fans à attendre leur retour. La Lancia Delta HF intégrale. La Lancia Delta HF intégrale est assurément l'une des plus dignes représentantes des voitures de rallye. Elle a connu tout au long de sa carrière plusieurs évolutions mécaniques et esthétiques. C'est en octobre 1987 que le premier modèle voit le jour. Il sera équipé d'un moteur 2 litres turbo de 8 soupapes, qui fait 270 chevaux dans sa version compétition. Et grâce à toute cette cavalerie, le savoir-faire de Lancia et des pilotes, ils vont obtenir le titre de champion du monde en 1988. Mais c'est pas tout, car avec la version d'après, la 16 soupapes, qui verra sa puissance augmenter à 280 chevaux, Lancia vont survoler les saisons 89, 90 et 91. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon.
Et oui, mais c'est pas fini, parce qu'en fait, je vous ai toujours pas parlé du modèle Evolution. Immédiatement reconnaissable grâce à ses ailes élargies et son capot bombé, ce qui lui donne cet air bien bodybuildé, sa puissance fait désormais aux alentours des 320 chevaux. Et elle va remporter encore une fois le titre constructeur en 1992. Lancia était un constructeur unique dans le paysage du rallye, parce que c'est le seul constructeur à avoir remporté 10 fois le titre de champion du monde, et 5 fois rien qu'avec la Lancia Delta HF, ce qui prouve qu'elle était tout simplement au-dessus du lot. Et encore une petite info, il faut savoir que la dernière évolution de la Delta, l'évolution 2, n'a jamais connu d'homologation officielle avec Lancia en rallye. La Mini Cooper S. Et oui, la Mini Cooper S fait partie de mon top 10 de voitures de rallye préférées, simplement parce que j'adore son histoire et je trouve que cette petite puce en a sous le capot. Personne ne pensait qu'on pouvait faire d'une Mini une voiture de course, un peu comme la Ford Escort finalement. Mais un jour, John Cooper... C'est qui lui? Alors lui, c'est loin d'être n'importe qui. Si tu veux, lui, il a créé la première monoplace à moteur central arrière. En gros, il a créé la Formule 1 moderne. Donc voyant cette mini voiture, John Cooper reconnaît un énorme potentiel. Légère, petite, maniable, il lui manque qu'un moteur pour faire de l'ombre plus grand. Alors à ses débuts, elle se voit dotée d'un moteur de 1071 cm3 de 70 chevaux, pour un poids total de 620 kg. Donc en janvier 1964, elle prend le départ du rallye Monte-Carlo. Mais c'est pas le Monte-Carlo qu'on connaît aujourd'hui, non, c'est le Monte-Carlo d'avant, où si vous voulez, on prenait le départ dans plusieurs villes d'Europe, pour ensuite arriver à Reims. Et là, le véritable rallye commençait. Une véritable bataille va se mener entre les Ford Falcon V8 et les Mercedes 300. Mais la légèreté et l'agilité de la Mini va faire des miracles dans la neige et dans les rues étroites de la ville de Monaco, ce qui va lui permettre de rattraper son retard qu'elle a accumulé sur les grandes routes. Elle va finalement arriver à remporter le rallye au nez et à la barbe des gros cylindrés. Alors le plus drôle, c'est que les Mini vont réitérer l'exploit en 1965. Ensuite, en 1966, ils vont carrément faire un triplé, mais ils seront disqualifiés, disons pour raison obscure. Moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont pas trop apprécié de se prendre une branlée par une voiture qui fait la taille d'un petit Suisse. Mais ne vous en faites pas, parce qu'en 1967, ils vont prendre une très belle revanche. La 306 Maxi. Nous y sommes, la voiture qui m'a donné envie de faire ce top 10. Donc c'est grâce à la 306 Maxi que Peugeot nous font l'honneur de revenir en rallye officiellement, qu'on n'avait plus vu depuis l'époque de la 205 Turbo 16. Au milieu des années 90, une nouvelle catégorie de rallye est créée, on les appelle les kit cars, et Peugeot vont y participer avec la 306. C'est une catégorie qui imposera des voitures traction et des moteurs 2 litres atmosphériques, si vous m'autorisez le jeu de mots. Non. Oui bon ça va, j'étais pas très inspiré, mais on fait ce qu'on peut pour faire des blagues. Les 306 Maxi vont d'abord se faire remarquer en championnat de France, car les frères Panizzi vont remporter le championnat 2 années de suite, en 96 et 97. Mais c'est lors d'une épreuve qui compte pour le championnat du monde de WRC, le Tour de Corse 1997, face à la catégorie ultime du rallye, que les 306 vont se révéler aux yeux du monde entier. Donc lors du Tour de Corse 97, les 306 vont donner du fil à retordre au WRC, en se classant 3e et 4e. Elles recommenceront l'exploit en 1998 et cette fois elles feront même mieux que l'année d'avant, parce que François Delecourt va se classer 2e de l'épreuve. Et pour finir avec la 306 Maxi, il faut savoir qu'elle a connu énormément d'évolutions. Pour les versions les plus puissantes, elles peuvent faire jusqu'à 310 chevaux et flirter avec les 10 000 tours minute. La Citroën Xara WRC. Elle sera équipée d'un moteur turbo de 1998 cm3 qui envoie 315 chevaux à 5500 tours minute aux 4 roues motrices. C'est en 2003 qu'elle commence sa carrière officielle et Citroën ne sont pas là pour faire des cadeaux, parce que c'est cette même année que Citroën vont remporter leur premier titre de champion du monde constructeur. Mais la Xara WRC est aussi connue pour une chose, c'est la voiture qui a donné son premier titre en mondial à Sébastien Loeb et à son copilote Daniel Elena. Et vous savez que ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'aux mains de Loeb et d'autres pilotes tout aussi talentueux comme Carlos Sainz ou même Colin McRae, la Citroën Xara va remporter 32 victoires en WRC et 3 titres de constructeur. En 2005, Loeb remportera son deuxième titre en mondial et en 2006 son troisième. La Xara WRC était une voiture extrêmement fiable, car sur 138 départs, elle terminera 107 rallyes et abandonnera seulement 13 fois pour problème mécanique. Elle sera finalement remplacée en 2007 par la C4. T'es moche! Ah, ça c'est vrai, mais elle remportera tout autant de victoires. Et voilà, c'est la fin de ce top, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis régalé à le faire. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai essayé d'englober un maximum d'époques. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que sont selon vous les 10 voitures qui ont marqué l'histoire, parce que je sais que bon, moi j'ai dû faire un choix, maintenant c'est à votre tour. Et vous allez voir que c'est
c'est pas facile. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour le 3e épisode de Un pilote, une légende. Vous avez voté pour Harry Vatanen. Et n'oubliez pas, il y a 2 types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao.